Le jour où j'ai senti mon cœur vaciller sur ce paquebot, c'était aussi le jour où j'ai compris que ma vie, à 72 ans, tenait à un fil tendu par celui que j'avais bercé. S'il vous plaît, avant que je ne vous emmène plus loin dans cette histoire incroyable, prenez une seconde pour vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permet de partager avec vous d'autres récits captivants et de donner vie à des expériences qui, je l'espère, vous toucheront autant qu'elles me touchent. Mon fils, Antoine, des années que nos conversations se résumaient à des silences gênés et des politesses forcées. Alors, quand cette invitation à une croisière de luxe atterrit dans ma boîte aux lettres, une brise légère d'espoir a caressé mon âme vieillissante. Peut-être, me disais-je, était-ce une main tendue, une tentative tardive de renouer les fils distendus par le temps et les malentendus. J'ai accepté. Comment aurais-je pu refuser cette chance de retrouver un peu de ce lien maternel que mon cœur de vieille femme regrettait tant? Le paquebot scintillait sous le soleil méditerranéen, une ville flottante de plaisir et d'oubli. Antoine et sa femme, Élise, m'ont accueilli avec des sourires un peu trop brillants, des étreintes un peu trop appuyées. Dès les premiers jours, quelque chose a cloché. Une fatigue sourde, des nausées intermittentes, un essoufflement inhabituel même après quelques pas sur le pont. J'attribuais cela au mal de mer, à mon âge, à l'excitation du voyage. Élise insistait pour que je boive ses cocktails maison, des mixtures sucrées et colorées qu'elle préparait avec un entrain suspect. À chaque gorgée, je me sentais un peu plus lourde, un peu plus faible. Un soir, attablée seule au bar, essayant de déchiffrer le menu avec mes yeux fatigués, une jeune femme s'est approchée. Serveuse, à peine sortie de l'adolescence, avec des yeux vifs et une timidité palpable. « Madame, excusez-moi de vous déranger », a-t-elle murmuré en français avec un léger accent étranger, « mais j'ai remarqué, vous ne semblez pas bien depuis quelques jours. » Son regard, direct et inquiet, m'a troublé. « Oh, vous savez, l'âge, » ai-je répondu avec un sourire las, mais elle n'a pas scié. « Ce que vous buvez, les cocktails de Madame Élise, j'ai vu. Elle y ajoute quelque chose. Une poudre blanche. Discrètement. » Mon sang s'est glacé. Une poudre blanche? J'y ai repensé. La façon dont Élise se précipitait pour préparer mes boissons, son insistance à ce que je les finisse. La jeune femme, qui s'appelait Anna, s'est penchée plus près, sa voix à peine audible au-dessus du clapotis des vagues et du murmure des conversations. C'est un médicament. À forte dose, cela imite les symptômes d'une crise cardiaque. C'est difficile à détecter. Ces paroles ont résonné en moi comme un glas funèbre. Le malaise constant, la faiblesse grandissante, tout prenait un sens sinistre. Anna, avec une prudence admirable, m'a expliqué qu'elle avait vu Élise manipuler un petit sachet dans la cuisine du personnel. Elle avait entendu des bribes de conversation entre mon fils et sa femme, des murmures étouffés parlant d'héritage, d'une vie enfin facile. La jeune serveuse, horrifiée par ce qu'elle avait découvert, avait risqué son emploi pour m'avertir. Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. Chaque sourire d'Antoine, chaque attention d'Élise me paraissait désormais chargée d'une menace invisible. J'ai faim de moins boire, prétextant des maux de tête. Anna, discrètement, me fournissait des preuves, des photos floues prises avec son téléphone, des fragments de conversation enregistrés subrepticement. Ces preuves, bien que fragmentaires, dessinaient un tableau effroyable de trahison et de cupidité. Mon propre fils, souhaitant ma mort pour quelques billets. La douleur était plus vive que n'importe quel poison. Il fallait agir, mais avec prudence. Une confrontation directe pourrait être dangereuse, sans preuves irréfutables. J'ai décidé de jouer la comédie, de ne rien laisser transparaître de mes soupçons. J'observais Antoine et Élise, leurs regards complices, leurs gestes calculés. Sous mon apparente faiblesse, une détermination froide grandissait.
Je ne leur ferai pas ce plaisir. Le retour à Nice a été étrangement calme. Antoine et Élise semblaient soulagés, persuadés que leur plan avait fonctionné presque à la perfection. Ils ignoraient que j'avais conservé précieusement les preuves qu'Anna m'avait fournies. De retour dans ma vieille maison remplie de souvenirs, l'atmosphère était lourde. Chaque objet me rappelait les années passées, l'amour que j'avais donné, et la cruelle désillusion d'aujourd'hui. La première chose que j'ai faite a été de contacter mon notaire, Maître Dubois, un homme discret et de confiance que je connaissais depuis des décennies. Je lui ai raconté mon séjour sur le paquebot, mes soupçons, les preuves que j'avais recueillies. Maître Dubois, d'abord incrédule, a vite compris la gravité de la situation en examinant les photos et les enregistrements. Ensemble, nous avons rédigé un Nouveau Testament. Antoine et Élise étaient exclus de ma succession. Mes biens seraient placés dans une fiducie destinée à soutenir des associations caritatives locales, des organisations qui œuvraient pour les personnes âgées isolées et les enfants défavorisés. C'était ma façon de transformer cette expérience amère en quelque chose de positif, de donner un sens à ma survie. Quelques semaines plus tard, Antoine et Élise ont reçu la notification du Nouveau Testament. Leur réaction a été prévisible, une fureur froide, suivie d'une tentative désespérée de contester mes dernières volontés. Ils ont engagé des avocats, affirmant que ma santé mentale était déclinante, que j'avais été manipulée. Mais Maître Dubois était prêt. Les preuves que j'avais rassemblées sur le bateau, bien que non recevables devant un tribunal pénal sans enquête approfondie, suffisaient à semer le doute et à fragiliser leur argumentation. Le procès a été une épreuve douloureuse. Entendre les accusations de mon propre fils, les mensonges d'Élise, mais j'étais restée forte, mon avocat présentant les éléments troublants de leur comportement durant la croisière, les coïncidences troublantes de mes symptômes. Finalement, le tribunal a tranché en ma faveur. Leur tentative de s'approprier mon héritage avait échoué. Avec cette affaire derrière moi, j'ai ressenti un poids s'envoler. La trahison de mon fils avait laissé une cicatrice profonde, mais elle ne m'avait pas brisé. J'avais survécu, j'avais repris le contrôle de ma vie. J'ai décidé de rouvrir ma vieille librairie, un endroit rempli de l'odeur familière du papier et de l'encre, un refuge où les histoires des autres avaient toujours été une source de réconfort. Les clients sont revenus, les conversations ont repris, et peu à peu, la joie de vivre a refait son chemin en moi. Un jour, un visage familier est apparu à la porte de la librairie. Anna. Elle avait quitté son travail sur le paquebot et poursuivait désormais des études d'infirmière légiste. Nous nous sommes étreintes comme de vieilles amies. Elle m'a raconté ses projets, son désir d'aider les autres, de mettre en lumière les injustices cachées. Son courage et sa gentillesse m'avaient sauvé la vie, et notre lien était désormais indéfectible. Aujourd'hui, je regarde le soleil se coucher sur la Méditerranée depuis le balcon de ma maison. Les vagues murmurent des histoires de voyage et de secrets. Mon cœur porte toujours la marque de la trahison, mais il est aussi rempli de gratitude pour la jeune femme courageuse qui a osé briser le silence. Cette expérience m'a appris une leçon cruelle mais essentielle. Le sang ne fait pas toujours la famille, et parfois, la plus grande force réside dans la capacité à écouter son intuition et à choisir sa propre sécurité. Et vous, avez-vous déjà senti ce murmure intérieur, cette petite voix qui vous avertit d'un danger invisible? N'ignorez jamais ce sentiment. Il pourrait bien vous sauver la vie.